Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis accompagné de Loïc Perrochon de la Belle Tech. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, Loïc. Enchanté. Enchanté, merci de me recevoir, je suis ravi. Pareil. Alors, tu vas pouvoir nous parler de la Belle Tech aujourd'hui. Je suis assez impatient que tu nous racontes tout ça parce que pour moi, tu travailles dans un domaine qui est hyper intéressant et très complémentaire de l'économie circulaire telle qu'on la défend chez Circulab. Mais d'abord, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît, Loïc ? Bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours d'ingénieur dans l'organisation industrielle, avec un début de carrière dans l'industrie, en particulier la sous-traitance la sous-traitance en mécanique de précision pour l'aéronautique, l'armement, l'automobile de compétition, et puis aussi un passage par la construction en tant que chef de projet de la construction d'aéroports au Moyen-Orient. Ah ouais. Et C'était oui, marrant oui. de voir le début de chemin. Est-ce que tu vas faire, enfin, ce que tu vas nous expliquer après ? Donc oui, assez grand écart parce que en fait j'ai commencé à réorienter complètement mes activités en 2017, mais avant ça j'ai travaillé presque 10 ans donc dans l'industrie et en fait à un moment donné j'ai questionné la valeur. Donc évidemment on va y revenir tout au long de ce podcast sur ce qu'est la valeur, je pense. Ouais, tout à fait. Mais simplement parce que j'incarnais aux yeux de beaucoup de gens la réussite, ce qu'on peut appeler la réussite d'un jeune ingénieur en règle générale, puisque bon déjà ingénieur par le diplôme c'est une forme de réussite, mais en plus chef de projet en Arabie Saoudite, voilà, à travailler avec des équipes internationales. Enfin, ça apportait vraiment une valeur aux yeux des gens, en tout cas en France, qui était assez importante. Alors que dans le concret, qu'est-ce que je faisais ? C'était travailler à l'agrandissement d'un aéroport, qui est l'aéroport de Jeddah, qui dessert la Mecque, en Arabie Saoudite, et qui en réalité ne tourne qu'à 10% de ses capacités 11 mois par an, et puis il monte à 100% un mois par an seulement pendant le pèlerinage du Hajj. Et donc, agrandir un aéroport qui sert pas à grand-chose en Arabie Saoudite, ça a quand même pas beaucoup de sens. Et en plus, je me suis retrouvé confronté au travail forcé là-bas, non pas en tant que témoin. Enfin, j'ai été témoin d'une scène de violence que je vais pas détailler là, mais surtout, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais un acteur d'un système violent. Et malgré tout ça, quand je revenais en France, en fait, on me disait bravo. Belle réussite. Et en fait, du coup, je me suis posé la question de mais qu'est-ce qui fait la valeur d'un individu et donc il faut remettre en cause les codes, les marqueurs de la réussite. Si tu veux, le lien avec tout ce que je fais maintenant, c'est que sur une planète aux ressources finies, aux ressources limitées, à partir du moment où le marqueur principal, le marqueur le plus standard sur la planète de la réussite, c'est l'accumulation de biens et de richesses. Et si tout le monde ou la majeure partie des êtres humains courent après l'accumulation de biens et de richesses alors qu'on n'a pas assez de ressources, on va dans le mur. Ça veut dire qu'il faut que les gens courent après d'autres modèles. Donc il faut faire émerger des modèles de réussite qui ne s'incarnent pas par l'accumulation de biens et de richesses. Voilà un petit peu le point de départ. Suite à ce démarrage industriel. Je vais te mettre une question, Loïc. Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question cette situation ? Parce qu'effectivement, on aurait pu croire que tu étais dans un certain confort et bien sûr, il y a peut-être eu cette fameuse scène qu'on va pas te demander de présenter aujourd'hui, mais qui t'a fait comme un déclencheur ou peut-être qu'il y en a eu un autre ? Non, alors ça c'est vraiment un déclencheur. Après, tu sais, il y a toujours des phases dans la vie, avec la trentaine, etc., où j'avais aussi envie d'une autre forme de vie. Je commençais à avoir envie d'avoir des enfants aussi, par exemple. Et donc il y avait la question de la transmission et plein de questions là qui sont venues s'ajouter à ça.
Et je pense que c'était aussi le moment de faire autre chose, quoi. Ok, nickel. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Donc, on va évidemment revenir à la Beltech, à ce que tu fais aujourd'hui, mais on va pas garder le suspense plus longtemps. Tu vas nous parler de low-tech. Et est-ce que déjà, avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas forcément les low-tech, est-ce que tu peux nous définir ce qu'on va appeler peut-être comme une démarche, dis-moi si je me trompe pas. Mais voilà, est-ce que déjà tu peux nous donner cette première marche? Ouais, alors définir les low-tech, c'est un sujet. Il y en a qui font des thèses là-dessus. Et donc, je vais m'appuyer sur la définition du Low-Tech Lab de Concarneau, hein, qui est Tout à fait. vraiment une organisation qui a fait connaître les low-tech beaucoup en France, et qui a en plus été reprise par l'ADEME. C'est une démarche qui vise à développer des technologies qui sont utiles, accessibles et durables. C'est les trois mots-clés. Donc, qui répondent à des besoins essentiels, qui sont accessibles aussi bien techniquement pour les comprendre que financièrement. Et puis durable parce que, alors, on travaille sur la réparabilité, sur le fait d'utiliser des matériaux les plus disponibles possibles sur les territoires, etc. Mais aussi parce que la sobriété va avec les low-tech, et donc l'économie de ressources est complètement intégrée à cette démarche low-tech. Maintenant, ça c'est la définition un petit peu technique, un petit peu policée, on va dire. C'est pour ça qu'elle est reprise par l'ADEME, qui peut pas non plus trop politiser son discours. Moi, je parle plutôt, quand je parle de low-tech, je parle plutôt d'émancipation par l'appropriation de savoir-faire techniques essentiels. Émancipation par l'appropriation de savoir-faire techniques essentiels. Et en plus, j'ajoute que c'est une émancipation collective, parce qu'on ne fait pas de low-tech tout seul dans son coin, sinon c'est plus du survivalisme et ça ne m'intéresse pas trop. Ouais. Voilà. Ok, très clair. Effectivement, cette notion d'appropriation est hyper intéressante. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu as pas mal d'exemples qui vont pouvoir nous l'illustrer. Est-ce que, maintenant que tu nous l'as défini, enfin, autant que tu pouvais, cette notion de low-tech, est-ce que tu peux finalement nous dire en quoi cette démarche répond aux principales problématiques? Tu as un petit peu commencé à l'évoquer tout à l'heure avec déjà le fait de trouver de nouveaux récits, le fait qu'on ne pouvait pas accéder à toutes les ressources étant donné la taille de l'humanité aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce qui te pousse à travailler autant sur ce sujet désormais? Alors moi, le premier moteur dans ma démarche, c'est l'émancipation. Et l'émancipation collective, c'est-à-dire arriver à dépendre moins de puissants qui centralisent les pouvoirs, et donc de décisions qui peuvent être prises très loin de chez nous et impacter profondément nos vies. Et puis évidemment impacter surtout les plus vulnérables. Ouais, ça, Donc c'est on vraiment peut cette, voir dans cette plein de notion domaines, et d'émancipation. même dans le numérique encore, enfin, aujourd'hui, enfin, il y a plein d'aspects où il y a cette fameuse dépendance qui apparaît en tout cas. Oui, c'est ça. Pouvoir et technologie sont très liés. Donc c'est valable dans le domaine militaire, mais en fait c'est valable dans plein d'autres domaines, hein, dans la médecine également, dans l'agriculture. Voilà, c'est toujours ceux qui détiennent les technologies qui vont aussi concentrer le pouvoir. Oui, tout à fait. Et puis ça se voit encore plus avec Elon Musk. Bref, ce n'est qu'une illustration. Mais bref, ok, première raison sur effectivement l'émancipation des gens, disons. Euh, quelles sont les autres raisons qui, selon toi, devraient nous pousser encore plus à nous intéresser au low-tech? Donc deuxième raison, ça va être essayer de construire une société post-capitaliste, hein, qui puisse vraiment s'inscrire dans la durée. Donc essayer de réfléchir à la manière dont on va construire cette société pour qu'elle puisse vivre peut-être
fonctionner toujours dans 1000 ans ou au-delà. Et c'est vraiment un leitmotiv quand on conçoit quelque chose chez Labeltech, c'est de faire quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, mais en réfléchissant aussi, en se disant que dans 1000 ans, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas? Et en fait, si on prend l'exemple, une low-tech emblématique, c'est le vélo. Hein. Un vélo, ça fonctionne sur Terre aujourd'hui, mais le même vélo, dans 1000 ans, a priori, un humain pourra toujours s'en servir sur Terre aussi. En tout cas, le même modèle de vélo, j'entends. Oui, tout à fait. Quoique, de plus en plus, quand tu vois certains vélos, tu te dis qu'ils enlèvent cette partie accessible et tout, mais c'est vrai que même moi, quand je suis sur mon vieux métro bécane à côté des gros SUV dans la ville, je me dis c'est quand même dingue, j'ai la même fonction, me déplacer que ces véhicules-là, avec juste quelques bouts de métal, et je suis capable en plus de le réparer moi-même, ce qui est pas le cas de ces genres de gros trucs avec de l'électronique partout, quoi. C'est quand même assez ouf. Oui, et cette électronique partout, comme tu dis, nous rend, surtout nous, société occidentale, très vulnérables, parce que dépendant de toutes les dynamiques géopolitiques et donc de l'instabilité qu'on voit particulièrement aujourd'hui, hein, puis qu'on verra de plus en plus dans les années qui viennent, mais aussi vulnérables face à toutes les fluctuations dont parle Olivier Hamon, ça peut être des événements climatiques, sanitaires, etc. Hein. Et donc l'idée de l'émancipation collective par la réappropriation de savoir-faire techniques essentiels, c'est d'arriver à être le plus autonome possible à l'échelle des communautés sur les territoires, avec quand même un discernement entre les niveaux de réponse aux besoins, c'est-à-dire qu'un besoin type se nourrir, là on doit pouvoir y répondre très très localement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire très localement. Après d'autres besoins plus complexes techniquement, la notion de territoire va être élargie. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, de l'aéronautique, puisque comme c'est un domaine que je connais assez bien de mes anciens métiers, j'aime bien dans mes interventions dire il va falloir continuer à financer la R&D, la recherche et développement en aéronautique. Ça me paraît essentiel parce que dans un monde avec plus 4 degrés, on va avoir besoin de Canadair, et sûrement de Canadair dimensionnés autrement que les Canadair d'aujourd'hui. Et donc, il faut continuer de développer l'aéronautique sur l'exemple des Canadair. Par contre, évidemment, il faut absolument réduire drastiquement et vite les vols commerciaux. Il faut arrêter de partir en vacances aux Maldives pour une semaine. Enfin, voilà, il y a des incohérences comme ça. Mais c'est pas noir ou blanc. Et puis ça veut dire que à partir du moment où on va continuer de développer, concevoir, produire des Canadair, il va falloir aussi avoir des systèmes industriels qui permettent de le faire. Et là, ça peut pas être fait à l'échelle d'un village de construire un Canadair. Donc, il faut quand même avoir du discernement sur cette notion industrielle. Il faut arriver à définir démocratiquement ce qu'est le juste besoin, l'essentiel pour toutes et pour tous. Or, aujourd'hui, ces décisions ne sont pas prises démocratiquement. Ce n'est pas l'ensemble des gens qui choisissent quelle technologie on doit mettre en avant et à quel niveau on doit la produire. Évidemment, puisque la centralisation des pouvoirs par la propriété sur les systèmes techniques fait que ce ne sont que quelques personnes dans le monde qui arrivent à guider la stratégie industrielle et donc les modes de vie du monde entier, quoi. Ouais, effectivement, c'est important de le rappeler parce que finalement au quotidien, ces technologies sont tellement ancrées dans nos vies qu'en fait on a tendance à oublier ces états de fait, quoi. Ouais, on a tendance à l'oublier jusqu'à ce que ça nous rattrape. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est le blackout sur le réseau électrique espagnol et portugais sur toute la péninsule ibérique il y a 1 an et demi à peu près. C'était l'avril dernier, je crois. Oui, c'est ça, je me trompe d'année. Enfin bref, c'est assez récent comme exemple, et on voit bien que des populations aisées de centre-ville de Madrid se sont retrouvées du jour au lendemain très vulnérables. Et ça veut dire que la puissance ou le sentiment de toute puissance qu'on peut avoir dans des sociétés occidentales est très très fragile, bien plus que ce qu'on croit. Et le meilleur moyen d'y répondre, c'est d'y répondre
collectivement, localement, et de savoir à l'échelle de notre communauté qui peut faire quoi et comment on répond à nos besoins essentiels tous ensemble. Ouais, tout à fait. Et inversement, tu parles d'électricité, mais ça me fait penser à un autre cas que j'ai vu récemment. Alors c'est pas tout à fait low-tech, mais c'est plus sur le côté émancipation des gens que je trouvais que c'était intéressant. C'est, je sais pas si tu as vu au Pakistan, il y a de plus en plus de particuliers qui, étant donné que le réseau central pakistanais n'était pas assez fiable, ont installé ou ont acheté et installé des panneaux solaires, si bien qu'en fait, en proportion, ça représente déjà plusieurs pourcents, je ne sais plus le chiffre exact, mais d'autoconsommation en fait d'électricité. Mais c'est une mutation qui s'est faite en quelques années, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Oui, alors c'est sûr que les exemples issus des sociétés qui sont sous contrainte, en tout cas qui sont plus sous contrainte que notre société là en France, sont vraiment intéressants parce que quand on voit comment réagissent les sociétés sous contrainte, on peut aussi prédire des réactions qui adviendront ici quand la contrainte s'imposera comme plus forte qu'aujourd'hui, qu'on vivra soit des crises, soit des ruptures de continuité, par Arthur Keller, c'est-à-dire sans retour à l'état d'avant-crise. Donc, tu viens de parler du Pakistan, évidemment. Au Pakistan, Inde, plein de pays d'Afrique subsaharienne sont très inspirants quand on voit comment les gens arrivent à s'organiser localement par communauté pour répondre à leurs besoins essentiels sous contrainte. C'est inspirant, même si ça n'est la plupart du temps pas souhaitable d'aller vers ces modes de vie-là, en tout cas pas pour plein de critères. Ça donne plein d'enseignements, et donc construire des passerelles et essayer de trouver des entre-deux pour pouvoir évoluer sous contrainte plus tard, moi ça me motive beaucoup. Il y a un exemple qui est intéressant, tu vois, sur la partie industrielle, parce que j'imagine qu'on va parler un petit peu industrie dans ce... Alors un exemple inspirant, je trouve, sur ces dernières années, c'est l'essor et puis l'émergence et l'essor de l'industrie du drone en Ukraine, parce que c'est une industrie qui était naissante avant l'invasion, et qui s'est développé clairement sous contrainte, et qui a tissé tout un réseau d'usines distribuées, c'est-à-dire un maillage territorial de petits ateliers partout en Ukraine, particulièrement robuste. La production étant décentralisée, ça fait un système moins performant qu'une méga-usine. En revanche, ça fait un système très robuste, parce que si un maillon ou quelques maillons du réseau tombent, le réseau ne s'arrête pas de produire. Et pourquoi ça fonctionne ? C'est parce que toutes ces petites entités échangent tout un tas d'informations, de connaissances, de produits également, et de savoir-faire, qui font que ce fonctionnement en réseau est assez difficile à détruire, à faire disparaître en réalité. Ouais, j'ai vu des reportages là-dessus qui illustrent bien ce que tu dis. Genre, il y avait même des particuliers, des femmes qui n'avaient jamais touché d'électronique de leur vie, qui achetaient sur Alibaba et qui montaient elles-mêmes, parce qu'en fait, effectivement, tous les modes d'emploi, les tutoriels, disons, étaient en accès libre et tout, et qu'en fait, ensuite, elles l'envoyaient sur la ligne de front, leur production. Enfin, c'est assez incroyable. Effectivement, c'est une super illustration. Ouais, en fait, ça ressemble à l'agriculture vivrière, mais appliquée à l'industrie, face à l'opposé d'une agriculture intensive, et donc à l'opposé de l'industrie intensive également. C'est intéressant. Nous, les modèles qu'on développe chez Labeltech s'inspirent beaucoup de ça, parce que l'idée, dès lors qu'on parle d'émancipation collective par la réappropriation de savoir-faire technique essentiel, c'est d'arriver à créer des modèles autonomes qui soient adaptés à un contexte particulier et qu'on va pouvoir répliquer dans plein de contextes différents, mais qui conservent toujours ce point commun qui est l'autonomie et le caractère émancipateur du modèle. Donc j'ai plusieurs exemples comme ceux. Vas-y. Peut-être avant de passer aux exemples, ouais, vu que tu as commencé à l'évoquer, peut-être présente-nous en quelques mots Labeltech, et puis effectivement, après je te laisserai illustrer avec des exemples. On fait comme ça.
La Beltech, c'est une entreprise qui a été créée il y a combien? 4 ans? Un petit peu plus de 4 ans, je crois. Et qui s'est donné pour mission de professionnaliser les low-tech, donc avec 5 associés. Et pour professionnaliser les low-tech, on est parti d'un constat, donc d'une expérience antérieure à la création de la Beltech, qui a consisté à répliquer des fours à concentration solaire pour l'artisanat solaire. En s'inspirant de cette expérience-là, on s'est vite rendu compte que répliquer des objets, des technologies low-tech, ça c'est assez facile, c'est juste de la technique et c'est plutôt simple. En revanche, ce qui est difficile, c'est de répliquer les systèmes sociotechniques, c'est-à-dire des modèles de production-consommation complets qui s'appuient sur ces équipements low-tech. Parce que ces modèles complets s'appuient sur énormément de savoir-faire. Et donc l'enjeu, il est plutôt de répliquer les savoir-faire. Une fois qu'on réplique les savoir-faire, c'est assez facile de répliquer les équipements, puisque comme ils sont accessibles par essence, les équipements low-tech, ils sont faciles à répliquer. Et donc on s'est vraiment intéressé à ça, à créer des modèles reproductibles. Alors, on l'applique à la fois sur les systèmes socio-techniques cibles, donc par exemple l'artisanat solaire dont on a parlé, mais aussi la production de biochar en ESAT, qui est un charbon végétal sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Ça, ce sont des exemples de systèmes socio-techniques, mais aussi la réplication des objets eux-mêmes, des équipements techniques eux-mêmes en usines distribuées. Donc un petit peu sur le modèle ukrainien que je viens de décrire. Et donc, la Beltech, en fait, a 3 grands axes de travail aujourd'hui. C'est de développer des systèmes sociotechniques réplicables, de développer un réseau d'usines distribuées en s'appuyant sur les PME, des PME de sous-traitance industrielle en France qui pourront produire tous ces équipements. Et puis le 3e axe, c'est d'accompagner la transformation économique et sociale de notre modèle global, donc en accompagnant des acteurs économiques, ça veut dire des entreprises, des CCI, et puis en intervenant beaucoup dans l'enseignement supérieur aussi. Et toujours avec un positionnement qui est à mi-chemin entre le monde économique réel et la recherche, puisqu'on travaille avec des acteurs de recherche et avec des acteurs économiques. Ok, très clair. Et donc, justement, maintenant que tu nous as bien présenté la Beltech, tu as commencé à les présenter rapidement, mais prenons le temps de les découvrir. Quels sont les projets qui peuvent justement expliquer à ceux qui nous écoutent tout simplement de comprendre qu'est-ce que fait la Beltech et jusqu'où ça va en fait. Moi je pense peut-être notamment à Néoloco, mais enfin bref, c'est peut-être le projet le plus simple à comprendre pour ceux et celles qui nous écoutent. Mais si tu veux en présenter d'autres, vas-y, sens-toi libre. Oui, alors Néoloco, c'est peut-être pas le bon exemple pour illustrer la Beltech, dans le sens où Néoloco existait avant la Beltech. Par contre, il y a eu plein d'enseignements issus de l'expérience de Néoloco qui ont ensuite donné naissance à la Beltech et à voilà, plein d'idées, de concepts qu'on a développés, etc. Mais ça va pas être le meilleur exemple. Je vais plutôt prendre la production de biochar en ESAT, qui est là pour le coup un projet vraiment emblématique pour la Beltech. Le biochar, c'est un charbon végétal qui permet de séquestrer du carbone. Et ça a été mis en avant par le GIEC dans son rapport 2022, je crois, comme étant une des solutions les plus matures pour séquestrer du carbone de façon massive à l'échelle planétaire. Et oui, tu voulais intervenir ? Et justement, le biochar, peut-être... alors peut-être que tu vas le faire juste après, mais à quoi ça ressemble, comment on le fabrique habituellement, avant peut-être de nous présenter ce que vous avez mis en place. Là, j'y viens. Donc le biochar, ça ressemble à du charbon. Vraiment, tu fais pas la différence entre du charbon de bois et du biochar quand tu as un morceau dans la main. Enfin, faut vraiment être expert. Non, en fait, ce charbon va plutôt être réduit en poudre et utilisé pour l'amendement des sols. Donc, il va être remis en terre
C'est un des usages du biochar, il y en a plein. Ça peut servir à filtrer de l'eau, ça rentre dans la composition de certains ciments maintenant. Voilà, il y a... Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le filtre de l'eau, parce que j'entendais que, par exemple, étant donné qu'on a des eaux avec de plus en plus de pesticides, etc., on se rendait dépendant de pays qui continuent à produire du charbon parce qu'en fait, c'était le moyen principal de filtrer effectivement l'eau. Donc, en fait, on importe du charbon Je vais y venir. pour filtrer l'eau. Je vais y venir. Tu vas voir. Je fais le connexion avec les tu vas voir les... Excuse-moi, je te laisse parler. Ce sont les liens avec la résilience territoriale et notre capacité à affronter les crises à venir ou les ruptures de continuité. Donc, ce biochar, à partir du moment où il a été mis en avant par le GIEC dans un rapport assez récent, on a vu et on voit émerger des usines assez centralisées de production de biochar un peu partout dans le monde, qui sont des usines modernes, puisque elles sont en construction aujourd'hui ou elles viennent d'entrer en opération. Et donc ces usines sont typiquement des usines très automatisées, hyper technologiques, qui n'emploie que quelques ingénieurs et techniciens qualifiés et qui créent assez peu de valeur sociale sur le territoire. Et donc face à ce constat-là, on s'est dit que c'était un petit peu dommage, sachant que les Incas produisaient du biochar, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des high-tech pour faire du biochar. Et donc comment créer de la valeur sociale et créer de l'émancipation par l'appropriation de savoir-faire technique essentiels en produisant du biochar. On est parti de ce point-là. Et donc rapidement, quand on a exploré le sujet biochar, mais des gens qui nous disaient oui, mais vous pouvez pas faire des modèles artisanaux de production de biochar parce que ça va pas être rentable. Pour vivre en France, il faut produire des grandes quantités de biochar pour arriver à en vivre. Et en fait, il a fallu explorer le modèle économique pour trouver d'autres leviers que la vente directe de biochar. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait plein des leviers. Par exemple, les économies sur les frais de mise en déchetterie. Dès lors qu'on arrive à transformer un déchet mal valorisé ou pas valorisé du tout en biochar, on a des gains de ce côté-là. Si on arrive à récupérer les chaleurs de pyrolyse, donc le procédé qui sert à produire le biochar, pour chauffer les bâtiments, on fait des économies de chauffage. Dès lors qu'on séquestre le carbone, on peut peut-être arriver à vendre des crédits carbone aussi sur son territoire. Et bref, tout ça mis bout à bout, ça permet de faire émerger des modèles qui sont viables économiquement aujourd'hui et qui seront viables économiquement demain, parce que ce sont vraiment des systèmes socio-techniques ancrés dans les territoires, c'est-à-dire qu'ils exploitent des déchets mal valorisés sur le périmètre ça peut être une métropole par exemple, vraiment d'un point de vue périmètre géographique, territoire, et qui vont être transformés et utilisés sur cette même métropole. Donc je parlais d'amendement des sols, c'est un bon exemple parce que quand on remet le biochar en terre, on va séquestrer durablement du carbone parce que c'est un état chimique très stable qui peut tenir des dizaines, voire des centaines de milliers d'années en l'état dans le sol. Donc c'est un petit peu comme si on remettait des énergies fossiles dans le sol et qu'on allait extraire du carbone, des cycles courts du carbone pour le réinjecter dans les cycles longs. Je m'étends pas sur cette partie-là. Mais donc ça fait des modèles intéressants. Et la filtration de l'eau, puisque tu en as parlé, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'eau potable au robinet en France, on est très massivement dépendant de charbon qui viennent d'Asie, de filières asiatiques, ouais. En particulier de coques de noix de coco, de charbon à base de coques de noix de coco. Et en fait, c'est quand même dommage de pas pouvoir faire de l'eau potable en France sans noix de coco, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et donc, ça, tu vois, en partant de constats comme ça, on arrive à construire des systèmes sociotechniques. Alors, en appliquant une méthode de design sociotechnique que vous pourrez trouver sur le site de labeltech.fr. Mais par exemple, en Normandie, on est parti de ce constat sur l'eau. On s'est rapproché d'une start-up à Caen, en Normandie, qui a une expertise dans la filtration de l'eau. Attends, Loïc. Ouais. Loïc. Il y a eu un moment, ça a été coupé. On est parti. En Normandie, il y a un bon exemple comme ça parce qu'on est parti de ce constat qui est qu'on est complètement dépendant de filières asiatiques pour avoir accès à l'eau potable en France, et en même temps d'une rencontre avec une start-up de Caen,
donc en Normandie, qui a développé une expertise dans la filtration d'eau. Et puisqu'on produit du biochar en ESAT en Normandie, on veut arriver ensemble à développer un système d'activation du biochar par un procédé low-tech en ESAT. Et la démonstration qu'on souhaite faire dans les mois qui viennent, c'est qu'on est capable à partir de déchets disponibles sur le territoire, de potabiliser de l'eau, ou du moins de filtrer, en tout cas de faire plusieurs opérations de filtration de l'eau de façon très accessible avec des moyens techniques simples, donc que des personnes en situation de déficience intellectuelle à partir de déchets du territoire puissent potabiliser de l'eau en toute autonomie. Donc c'est ce genre de démonstration qui est super intéressante et en même temps qui a un modèle économique. Donc voilà le type d'expérimentation qu'on fait. Mais et ça, c'est top, je trouve, comme exemple, parce que chez Circulable, justement, on défend cette vision systémique des business models. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à penser les business models que pour la création de valeur, on va dire, au sein d'une organisation, d'une seule entreprise. Et en fait, c'est ça qui est génial, comme tu viens de le démontrer avec les différents exemples autour du biochar. C'est cette capacité finalement à créer de la valeur pour tout un écosystème en repartant d'une activité, quel que soit le porteur de projet, disons. Et ça, je te remercie pour cette illustration. Alors, ça rejoint évidemment directement le FC, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, sur pas mal de concepts. Et la démarche low-tech est éminemment systémique. Peut-être que là où elle vient compléter les standards de l'économie circulaire, c'est que on va partir des ressources disponibles. Et complètement. Et un des enseignements que l'on essaye de transmettre d'ailleurs, c'est que nous on ne fixe jamais un objectif à atteindre dans nos projets. Parce que dès lors qu'on fixe un objectif à atteindre, ça veut dire qu'il va falloir mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif. On fait toujours tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait plutôt un état des ressources disponibles et on voit ce qu'on peut faire avec. Voilà, ça a été théorisé sous le nom de l'ingénieur bricoleur, par exemple, c'est-à-dire l'ingénieur qui regarde d'abord ce qu'il a dans la boîte à outils avant de se lancer dans un chantier. Et donc quand on mêle des principes de l'EFC mais avec des principes de sobriété comme ça et de l'appropriation de savoir-faire technique, donc en s'intéressant énormément au savoir-faire, on arrive à créer des systèmes socio-techniques complets qui répondent à des besoins essentiels. L'autre gros avantage des savoir-faire aussi, c'est que ça se transmet et surtout ça ne peut pas devenir la propriété de quiconque. C'est-à-dire avec les savoir-faire, tu ne peux pas, tu peux pas avoir un pouvoir sur les autres. Le savoir-faire peut servir à émanciper, mais au contraire, le savoir-faire ne peut pas servir à discipliner, à domestiquer. J'arrive pas à trouver le mot. Ouais, à imposer quoi que ce soit à qui d'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on préfère développer les savoir-faire plutôt que les systèmes techniques eux-mêmes. Ça me fait marrer parce que ça me fait penser à un proverbe que je vois dans mon cours de boxe et qui résonne un peu avec ce que tu dis, c'est mieux vaut transmettre un art à son fils que 1000 pièces d'or. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement un savoir-faire, un art, quoi que ce soit, en fait ça se transmet hyper facilement, ça peut s'enrichir, etc. Et je trouve que c'est hyper enthousiasmant en fait. Mais tu viens de faire une super transition peut-être vers la suite de nos réflexions et qui rejoint mon parcours qui est donc questionner la valeur et la réussite sociale des individus. Parce que dès lors qu'on est sur une planète aux ressources limitées, la réussite sociale incarnée par l'accumulation de biens et de richesses, c'est voué à l'échec, parce que si tout le monde court après ça, évidemment, on continue de consommer toujours plus de ressources et on continue d'aller dans le mur. Donc il faut trouver des nouvelles formes de réussite sociale qui vont donner envie aux gens de ne plus courir après l'accumulation de biens et de richesses. Et ça, c'est évidemment un gros enjeu et un sacré défi à relever. Il n'empêche que la réponse se trouve sûrement dans les savoir-faire. Parce que quand on regarde les sociétés sous contrainte,
Prenons un exemple en Inde. En Inde, un chaudronnier, quelqu'un qui a des vrais savoir-faire dans la transformation du métal, qui va savoir détourner des objets pour différents usages, par exemple, il peut se mettre au service de sa communauté, de son village, de son quartier, pour répondre à des besoins essentiels. Et on n'est pas dans un contexte dans lequel ça peut être l'accumulation de biens et de richesses qui motive tout ce travail, parce que il n'y a pas d'accumulation, en tout cas pas dans des quantités suffisante pour incarner la réussite par ce biais. Par contre, la réussite sociale, la valeur sociale de ce chaudronnier, ça va être son service à la communauté. Et son service à sa communauté dépend directement de son savoir-faire. Donc dès lors qu'on développe des savoir-faire valorisants comme celui-là dans les communautés, on trouve des alternatives de réussite à l'accumulation de biens et de richesses. Et c'est un axe sur lequel on travaille énormément. Et sur l'exemple de la production de biochar en ESAT, ça s'illustre assez bien avec des... En 2024, en octobre 2024, la production de biochar en ESAT a fait la une du journal local, qui est le Paris-Normandie ici. Et l'opérateur d'ESAT qui était en gros plan sur cette une de journal a connu un moment de gloire ce jour-là, une réussite sociale qu'il n'avait jamais connue dans sa vie, alors qu'il a 55 ans, mais vraiment à un niveau très élevé. Et à partir de là, c'est devenu un ambassadeur de la production de biochar et indirectement de la lutte contre le changement climatique, parce qu'il a associé sa réussite à la lutte contre le changement climatique. Et ça veut dire quelqu'un qui va parler... qui va associer la réussite à la lutte contre le changement climatique dans des milieux très très populaires et même précaires de Elbeuf, enfin c'est la banlieue sud de Rouen et des quartiers plutôt délaissés. Et on voit que une transformation est possible sans motivation liée à la feuille de paye. Évidemment, quand on peut, c'est mieux, mais dans un monde aux ressources finies, il ne faut pas se leurrer. La croissance sur les bulletins de paye, ça va atteindre ses limites, quoi. Bien sûr. Ok, excellent. Et tout ce que tu racontes, c'est assez passionnant. Mais j'ai peut-être loupé un épisode. C'est comment vous en êtes venu à lui permettre justement de fabriquer ce biochar? Alors comment on en est venu à lui permettre de fabriquer ce biochar? C'était en partant du constat que le biochar avait du potentiel, qu'on pouvait faire du biochar low-tech parce que les Incas en faisaient et qu'il y avait pas mal de signaux faibles et notamment au Royaume-Uni, il y a des charbonniers qui utilisent des équipements qui marchent très bien pour le faire à une échelle artisanale. On s'est dit il faut faire émerger des modèles en France. Donc moi, j'ai cherché autour de moi avec qui on pouvait travailler, puisqu'on est toujours dans des logiques de coopération, avec qui on pouvait travailler sur le territoire. Je suis à Rouen et je venais d'installer mon bureau dans un ESAT, un établissement de services d'accompagnement par le travail avec des travailleurs handicapés. Et la réponse était sous mes yeux, c'est que les ESAT, enfin la première activité des ESAT en France, c'est les espaces verts, l'entretien des espaces verts. Donc avec beaucoup de déchets ligneux. Autrement dit de la biomasse, du déchet biomasse mal valorisé. Et donc, c'est avec cet acteur-là qu'on a commencé à développer ce projet. Et puis, ça a démarré comme ça. Mais on chemine toujours. Encore une fois, c'est un jeu de piste, en fait. C'est un jeu de piste, encore une fois, dans une logique il n'y a pas d'objectif, mais une phrase que je répète souvent, nous, c'est qu'on fait du chemin à la destination. Donc, on passe notre temps à cheminer. Et ça, c'est une approche de la robustesse, d'ailleurs. Les êtres vivants cheminent. Hein. Les êtres vivants n'essayent pas d'atteindre des objectifs, en règle générale. Et les espèces perdurent en cheminant. Et dans une démarche low-tech, on va plutôt cheminer que de chercher à atteindre des objectifs. Et en cheminant, on crée plein d'opportunités territoriales, d'opportunités de réplication, etc., qui vont permettre de continuer de paver le chemin. Et ça marche très bien. Alors, ce qu'on aurait pu prendre pour un coup de chance la première fois, en fait, on voit que ça se répète de projet en projet et que c'est une dynamique qui s'entretient. Alors, qui s'entretient avec méthodologie. Hein, on a développé des concepts autour de ça pour y arriver, mais ça marche. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, peut-être les exemples de low-tech les plus connus apparaissent un peu comme sans
sans insulte aucune, mais un peu, oui, artisanaux, un peu euh, à l'échelle de quelques personnes, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment une dimension, une ambition peut-être plus industrielle. Ouais. Et ça permet justement une diffusion plus large, parce que c'est pas juste mettre en place le système, c'est aussi trouver les débouchés potentiels et former les gens, enfin diffuser cette connaissance. Et ça, c'est assez puissant également. Peut-être que tu as des exemples aussi sur cette dimension ou cette échelle plus industrielle. Oui, je vais parler de plusieurs exemples parce que là, c'est vrai qu'on, jusqu'ici, on a parlé de biochar pas mal, donc qui permet de créer de la valeur environnementale, de la valeur sociale et de la valeur économique sur les territoires et d'être répliqué dans des contextes différents avec des déchets différents, etc. Donc des systèmes socio-techniques réplicables. Je vais prendre deux autres exemples maintenant qui peuvent être intéressants sur le lien entre industrie et low-tech. Je vais commencer avec une société qu'on accompagne depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est la société Adam qui se trouve dans le Médoc, à côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Lacanau, qui est une société industrielle qui existe depuis 1880. Donc c'est un bel exemple de robustesse. Et c'est une société qui a toujours et exclusivement fabriqué des caisses pour le vin, des caisses en bois. C'est un beau site industriel avec 70 salariés, 11 millions de chiffre d'affaires, 800 000 caisses de vin par an. Enfin, tu t'imagines quand même la assez grosse usine, quoi. La masse, quoi. Ouais, la masse, tout à fait. Et donc c'est une entreprise qu'on a commencé à accompagner au départ sur une adaptation à la variabilité. Je t'ai pas parlé de la méthode TELED, qui est une méthode qu'on a créée aussi en parallèle de la Beltech, mais bref, on les a accompagnés là-dessus. Et puis, rapidement, dans les réflexions, on est tombé là sur des dirigeants assez hors du commun dans le paysage industriel français, dirigeants et dirigeantes hors du commun, qui tenaient le discours suivant. C'est que on consomme une ressource précieuse, qui est le bois, et on la consomme pour servir des besoins qui ne sont pas essentiels et qui sont pour des personnes ultra privilégiées sur la planète. Autrement dit, les caisses de vin pour Pétrus, Château Cheval Blanc, etc. Et donc, pour faire aboutir le modèle d'entreprise, il faudrait arriver à se mettre au service du territoire et à consommer la ressource bois pour répondre à des besoins qui sont des besoins dits essentiels. Donc, vaste chantier pour une entreprise qui n'a toujours fait que des caisses de vin depuis 150 ans. Et en fait, en déployant la méthode pour développer des systèmes sociotechniques, on a étudié le territoire et notamment l'INRAE a identifié que dans l'économie post-vin, puisque le vin de Bordeaux est menacé par le réchauffement climatique, quand on arrache des pieds de vigne, on ne peut pas faire n'importe quoi sur des terres qu'on accueilli que de la vigne depuis 200 ans. Mais par contre, on peut faire du kiwi, de la noisette et de la volaille. Et c'est super intéressant parce que ça donne des axes d'exploration. Et nous, on a fait un lien avec un éleveur de volailles qui produit des œufs en Normandie, qui est très ingénieux, qui a inventé plein de systèmes low-tech, qui a notamment inventé le pondoir à bascule, qui est un système de pondoir. En gros, les pondoirs se ferment lorsque les poules vont se percher pour dormir. C'est le poids des poules qui, par contrepoids, ferme les pondoirs. Et donc, fini les systèmes avec horloge ou même les systèmes connectés maintenant qui servent à fermer les batteries de volailles. Ça marche très bien parce que les poules vont toujours se coucher à l'heure. S'il y a bien un truc qui résistera à toutes les crises, c'est l'heure du coucher des poules. Et donc c'est un truc qui marche. Et bref, cette entreprise s'est mise là et a produit maintenant des pondoirs à bascule pour aider à diffuser ce modèle vertueux de production d'œufs, qui est un modèle très résilient, qui est associé à plein d'autres trouvailles low-tech aussi. Mais ça veut dire qu'un acteur comme cette société de menuiserie industrielle peut prendre part à la réplication de modèles sociotechniques au service des territoires. Et donc quand on arrive à imbriquer plein d'acteurs comme ça, donc ça ressemble quand même quelque part à de l'EFC,
quand on arrive à les imbriquer, c'est très intéressant parce que on crée un petit écosystème territorialisé comme ça qui peut répondre aux besoins essentiels de la population. Et puis, dans le même temps, on fait entrer des valeurs de sobriété, des exemples de sobriété qui sont associés à la réussite. Et c'est très important d'un point de vue bascule sociale, parce qu'il y a des mécanismes cognitifs qui vont faire que ces transformations vont être associées à la réussite, et donc on a envie d'en voir plus. Et ça, c'est vraiment un point qu'on explore beaucoup depuis des mois, c'est le passage à l'action face à des renoncements. Comment on fait pour que les gens aient envie et associent de la réussite à des renoncements de confort, puisque c'est pas un scoop, la low-tech s'accompagne de renoncements au confort aussi. Ouais, c'est top. Et puis c'est intéressant aussi toute cette notion de lien, en fait, recréer de la cohésion sur les territoires, que l'activité économique peut recréer aussi quand c'est fait, je dirais, en bonne intelligence, et puis en faisant preuve aussi de prospective, pas penser uniquement qu'à court terme, mais aussi intégrer les problématiques à venir et donc aussi les opportunités potentielles à venir. Et allons plus loin maintenant, je vais prendre un autre exemple. Vas-y. Qui est l'exemple du Velio. Donc le Velio, c'est un tricycle sur lequel on peut installer un panneau photovoltaïque, d'où le H-E-L-I-O pour Helios, le soleil en grec. Donc le Velio, il a surtout la particularité d'être un commun, un Creative Commons. Ça veut dire qu'il est libre de droit, personne ne peut s'approprier les plans du Velio, ce sont des communs. Et donc le Velio a été créé par une association qui s'appelle Vélo Solaire pour tous et par un ensemble de bénévoles très très motivés qui pendant des années ont mis au point ce tricycle et ont tout réfléchi, tout conçu dans l'idée d'une appropriation par les usagers. Et le fait que chaque usager va pouvoir se construire son Velio et l'adapter à son propre besoin. Et d'ailleurs, j'en profite, je pense que je le mettrai en lien ou en vidéo, mais il est assez beau aussi, ce Velio, il faut le dire. Alors, ce Velio est assez beau, ça dépend des critères de beauté, parce que on entend ce que tu dis, on entend aussi tout l'inverse, ça dépend de qui le dit. Ouais, j'entends, hein, les goûts sont pas toujours les mêmes, mais je trouve qu'il a de la gueule. Et puis surtout, c'est un vrai vélo qui peut accueillir plusieurs personnes aussi. Oui, tout à fait. Il a une charge utile de 200 kg, donc il peut embarquer 2 adultes. Non, c'est très intéressant d'un point de vue technique. Maintenant, si on s'intéresse que au système technique, c'est assez pauvre en soi. C'est plutôt toute la valeur sociale qu'on peut créer et toutes les alternatives en termes de modèles qu'on peut créer autour du vélo. Alors, autour de ça, l'association Vélo Solaire pour tous s'est posé la question de comment faire pour donner accès au vélo à des gens qui sont pas prêts à le construire eux-mêmes. Parce que c'est quand même un sacré défi de construire un vélo soi-même. Et donc, on s'est rapproché, la Beltech et Vélo Solaire pour tous, il y a quelques années maintenant, pour parler du modèle d'usine distribuée et de se dire, mais peut-être qu'on pourrait mettre des PME industrielles, donc qui ont des vrais savoir-faire en chaudronnerie, en mécanique, et ça, il y a des milliers de PME en France de moins de 50 salariés qui ont ces compétences-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce tissu de PME pour diffuser des vélos dans les territoires et essayer d'aller vers un modèle de vélo en kit que les gens pourraient acheter à une PME locale et ensuite soit assembler eux-mêmes parce que c'est très simplifié par la conception et la fabrication semi-industrielle, soit carrément prendre part à des ateliers participatifs de construction de vélos collectifs dans les usines. Et ça, c'est l'expérimentation de notre partenaire CPM Industrie, donc qui est une entreprise à côté du Havre, à Saint-Romain-de-Colbosc, une entreprise de chaudronnerie qui a une trentaine de salariés, qui travaillent pour des grands donneurs d'ordre industriels du territoire du Havre, comme Safran, Sidel, etc. Et cette entreprise a inauguré en octobre 2024 une extension qui s'appelle le Chaudron. Et c'est une partie de l'usine qui reçoit du public, donc qui est établissement recevant du public, un ERP.
Et ça permet d'avoir des conventions avec France Travail, par exemple, ou avec des collèges locaux, pour que les habitants du territoire puissent découvrir et se former au métier de la chaudronnerie. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est que les gens puissent, et ça on voudrait y arriver en 2026, que des gens puissent acheter des vélos en kit à CPM. Donc CPM va fabriquer les pièces avec des découpes laser, des presses plieuses, etc. Et que des usagers s'inscrivent à des ateliers d'assemblage participatif chez CPM qui seraient encadrés par les chaudronniers, par les opérateurs de montage de CPM Industrie directement. Et là, ça a plein d'avantages parce qu'on est clairement dans l'émancipation collective par l'appropriation de savoir-faire technique essentiel. Là, tu vois, ça l'illustre parfaitement. Et en plus, on est dans la bascule sociale parce que ça veut dire que des opérateurs dont la valeur sociale jusqu'ici, c'était de produire des pièces pour Safran, et donc leur fierté, c'était ça, puisque tout le monde essaye au moins d'être fier de son travail pour avoir des raisons de continuer. Et ben là, en fait, si on les met en position de formateurs et de gens qui vont transmettre des savoir-faire à des habitants de leur territoire, c'est vachement plus valorisant. Et ça change rien à la fiche de paye. En revanche, c'est plus valorisant. Et en plus, ça permet de faire tomber des fractures qui existent entre classes sociales. Je m'explique. Si vous regardez le Vélio, vous tapez là sur un moteur de recherche Vélio, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous comprendrez rapidement qu'il y a plein de classes sociales en France qui ne vont pas vouloir s'identifier à un objet pareil. Parce que, voilà, malgré lui, il porte plein de codes qui sont associés à des classes sociales. Or, dès lors qu'un ouvrier trouve de la valeur sociale à transmettre cet objet, il va pouvoir s'approprier l'objet. Et donc, ça va permettre aussi de faire entrer cet objet comme étant un vecteur de réussite dans une classe oubliée. Et c'est donc des dynamiques sociales qu'on souhaite observer, de même qu'on l'a observé avec le biochar en ESAT. Et c'est vraiment le point important pour arriver à cultiver cette notion de bascule, c'est que si on arrive à répliquer en usine distribuée chez plein de sous-traitants de mécanique industrielle partout en France, de la fabrication de vélos comme ça, on va pouvoir faire émerger des nouvelles formes de réussite et de fierté dans les territoires, tout ça autour de Creative Commons et d'objets qui incarnent la sobriété. Et à partir du moment où prendre part à une chaîne de valeur sobre permet d'afficher une forme de réussite sociale, là c'est gagné pour faire basculer une société. Donc c'est encore très théorique à ce jour ce que je dis, on est une goutte d'eau. Mais il n'empêche que concrètement on observe des transformations à l'échelle de nos projets. Ouais, ça, je te félicite pour ça et le fait de recréer de la cohésion, c'est hyper important. Je sais pas si tu as vu l'étude récemment publiée, je crois, par un certain Hugo Subtil, le bien nommé, qui est sociologue et qui a démontré sur, je crois, 25 ans que la disparition des bars tabac dans les zones rurales, disons, augmentait la progression du vote RN et donc évidemment le fait de s'enfermer un peu dans ses certitudes et ça cassait la cohésion territoriale. Donc la conclusion du sociologue, c'était mais faisons en sorte de recréer de la cohésion partout où c'est possible et ce que vous permettez à travers ces projets, c'est précisément ça. Donc c'est un super levier auquel on ne pense pas instantanément aujourd'hui. En fait, puisque là tu vas un peu sur le champ politique, il s'agit de définanciariser le travail. Aujourd'hui, un chaudronnier expert qui travaille dans de l'industrie aéronautique de pointe, en fait, sa valeur sociale, c'est pas son savoir-faire. Faut pas se leurrer, parce que son savoir-faire n'est pas au service de sa communauté. Les pièces qu'il fabrique, il ne verra jamais. Par contre, il a quand même une valeur sociale à travers le fait que il a plutôt un bon salaire et il fait vivre sa famille, il fait vivre son territoire à travers ses revenus. Donc, il a une valeur financière pour son territoire. Là où, quand je reprends le chaudronnier indien dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il a très peu de valeur financière pour son territoire. Par contre, il a une valeur d'usage. Et là, tu vois le lien avec le FC. C'est que le chaudronnier lui-même, à travers son savoir-faire, a une valeur d'usage parce qu'il rend des services à la communauté.
Et c'est Oui, très tout à fait. différent. Et donc, il faut arriver à retrouver une valeur d'usage au travail plutôt qu'une valeur financière. Et la démarche low-tech telle qu'on la propose là, elle permet très concrètement de faire ça. Alors maintenant, allons sur les liens là, et la cohésion dont tu parles, parce qu'avec le Velio, on a fait naître aussi un projet annexe qui s'appelle le Trophée Velio. Le Trophée Velio, au départ, a été pensé comme une alternative au 4L Trophy, qui est une course bien connue des écoles d'enseignement supérieur, qui Oui, consiste tout à à fait, au Maroc. Ouais. de la France, voilà, pour aller jusqu'au Maroc en 4L. Donc il y a un côté low-tech là-dedans, hein, puisque la 4L est évidemment plus low-tech que les voitures d'aujourd'hui. Maintenant, c'est quand même pas mal questionné par beaucoup d'écoles et d'étudiants sur le fait que voilà, ça consiste un petit peu à aller faire les marioles dans le désert en cramant du pétrole. Euh, mais il n'empêche que il y a des choses qui marchent, le côté festif, le côté international, le côté aventure, débrouille, tout ça, ça marche, mais on peut le faire autrement. Et donc on s'est dit, bah, proposons une alternative, et on a créé le Trophée Velio, qui rapidement est devenu une alternative qui en fait ne s'adresse pas qu'aux étudiants du tout, parce que il s'agit donc d'une épopée. On parle pas de course parce que là il n'y a pas de recherche de performance, il y a que de l'entraide. Mais c'est une épopée au départ de Sotteville-lès-Rouen, qui est une ville de la banlieue de Rouen, et qui va relier Battle, un village à côté d'Hastings en Angleterre. Donc en faisant Rouen-Hastings, c'est un petit clin d'œil historique à l'épopée de Guillaume le Conquérant, sur lequel on a un petit peu surfé, avouons-le, hein, c'est parce qu'en 2027, ça sera le 1000e anniversaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, et donc il y a des fonds européens et régionaux pour financer des événements autour de ce millénium des Normands. Ok. Donc on est entré là-dedans, mais la petite spécificité là de cette épopée entre Rouen et Hastings, c'est que le départ est en pièces détachées. Ah, délire. Et donc la première journée consiste à assembler les tricycles pour que la deuxième journée soit consacrée au trajet Sotteville-lès-Rouen à Dieppe. Ensuite, il y a une nuit dans le ferry et puis une autre étape de New Haven à Battle, avec une arrivée en Angleterre. Donc, on a toujours ce côté festif, ce côté international. Et là, ça crée énormément de liens parce que pour faire le Trophée Velio, il faut se préparer des mois à l'avance. C'est-à-dire s'entraîner à l'assemblage, il faut acheter ses pièces et tout, et s'entraider beaucoup. Et là, on a vu naître déjà en quelques mois un petit écosystème territorial qui est très intéressant parce que ça mêle il y a 17 équipages au départ de la première édition qui aura lieu le 13 mai 2026. Ok. Donc il y a 17 équipages inscrits. On va faire traverser la Manche à 122 personnes. Trop bien. Et il y a des entreprises de petites et plus grandes, jusqu'à 900 salariés. Il y a aussi donc évidemment des équipages étudiants, hein, de différentes écoles. Il y a aussi des associations, des collectivités, donc équipage de ville. Il y a un équipage de retraités aussi. Il y a un équipage de centre social qui emmène des jeunes en grand décrochage scolaire. Il y a un équipage d'un APEI, donc des travailleurs handicapés. Et en fait, ça a créé des liens dont, enfin, les gens n'imaginaient pas que ces liens pouvaient émerger d'un tel projet, mais je l'ai observé auprès des étudiants, c'est très intéressant, en particulier des étudiants en performance industrielle, qui au départ voyaient le côté compète, ouais, nous on va assembler plus vite et tout, super. Et en fait, quand ils ont fait des petits comités d'organisation avec nous et qu'ils ont rencontré les travailleurs handicapés de l'APEI là, à côté de Dieppe, les monitrices qui encadrent ces travailleurs handicapés hésitaient encore à se lancer dans l'aventure en disant nous, ce qui nous fait peur, c'est le côté technique quand même, acheter des pièces, assembler un truc et tout, nous on est des travailleurs sociaux, on n'est pas à l'aise avec ça. Et les étudiants sont allés les voir en leur disant mais nous on va vous aider, hein, il faut absolument que vous participiez et tout. Et les étudiants, du coup, j'ai vu ce changement de comportement où maintenant ils sont plus du tout dans l'idée, ils vont pas rentrer en compétition avec la PEI de toute façon. Par contre, ils vont les aider parce qu'ils se sont dit ce serait trop bête que vous soyez pas au départ parce que vous vous sentez pas de l'assemblée, quoi. Et on est en plein
en plein dedans, c'est l'émancipation sociale par l'appropriation collective de savoir-faire techniques essentiels. Donc tu retrouves complètement ça. Et ce qui est intéressant, puisque tu parlais de faire reculer le Rassemblement national dans les territoires, par exemple. Quoique ma transition, elle n'est pas très délicate là. Mais bref, on est, le convoi va être encadré par des motards. Et des motards de la NEC, c'est une association normande d'escorte cyclistes qui regroupe pas mal de retraités de la police, notamment des retraités motards de la police qui continuent à prendre plaisir quand ils peuvent à fermer les routes pour les courses cyclistes en étant à moto. Et donc c'est eux qui vont nous escorter. Et donc on mélange des gens comme ça où tu vois des sociétés qui vont être très critiquées par d'autres gens qui s'intéressent au Trophée Vélo, mais je pense à DFDS, qui est l'armateur qui nous fait traverser en ferry. Voilà, des sociétés comme ça qui sont pas associées à la transition environnementale en règle générale. Et ben, ce sont quand même des gens qui s'engagent dans le Trophée Vélo pour d'autres raisons. Parce qu'ils y voient un intérêt autre. Hein. Clairement, les motards, ils trouvent ça génial. Ils aiment la technique et de voir des jeunes qui bricolent, ils trouvent ça super. Et nous accompagner jusqu'en Angleterre, ils trouvent ça super. Bref, ils sont très motivés, ils sont moteurs. Et ils se retrouvent à escorter le futur convoi du Trophée Vélo avec des secouristes qui sont aussi des secouristes qui accompagnent des mouvements de lutte. Par exemple Sainte-Soline ou voilà le type de mouvement. Donc des secouristes évidemment très engagés qui vont travailler avec des retraités motards de la police, mais qui vont travailler tous ensemble dans le même but, hein, c'est assurer la sécurité du convoi. Et donc c'est aussi l'expérimentation sociale qui consiste à créer des liens, mais créer des liens dans l'action. Parce que l'action, là, c'est d'assurer la sécurité du convoi. Et à travers cette action, il y a des rencontres et des belles rencontres, et chacun fait un pas vers l'autre, et c'est une expérimentation de cohésion. Et au final, tu vois que les enjeux environnementaux sont assez loin de tout ce que je te raconte là, si ce n'est que, à la fin, c'est quand même, je rappelle, un départ en pièces détachées de tricycle pour faire de Rouen à Hastings, enfin, c'est 350 km au total sur la terre et sur la mer. C'est une belle démonstration de sobriété et de démarche low-tech. Mais les gens ne viennent pas pour ça au départ. Ou en tout cas, il y a peu de gens qui viennent pour ça au départ. Il n'empêche qu'ils vont associer leur expérience ça va être une expérience sous contrainte, soyons clairs, ça va être assez dur physiquement, et une expérience de la démarche low-tech, ils vont l'associer à une forme de réussite et d'émancipation personnelle. Et donc ça, c'est la clé de la bascule. Parce que derrière, ils vont parler autour d'eux, et comme de quelque chose qui incarne leur propre réussite. Ouais, bah écoute, c'est top, hyper intéressant en tout cas, et ça me donne presque envie de participer parce que j'ai vu le vidéo, je trouvais que c'était assez cool, mais effectivement, je sais pas du tout, j'ai pas vu les plans et tout, et le degré de difficulté pour l'assemblage, mais ça doit être un sujet assez passionnant. Alors tu as raison de dire ça aussi, parce que je profite, je sais pas qui va nous écouter, mais sûrement des gens qui s'intéressent à l'économie circulaire et à ce qu'on fait là. Les inscriptions sont fermées pour 2026 en Vélio parce qu'il y a toute la logistique à organiser, et avec les traversées d'Angleterre, traversée de la Manche, c'est terminé. En revanche, les inscriptions sont toujours ouvertes pour les gens qui souhaiteraient faire uniquement de Sotteville-lès-Rouen à Dieppe, c'est-à-dire 75 km sur une journée, et le faire en vélo. Donc dans le convoi, il va y avoir plus de vélos que de vélos. Vous pouvez vous inscrire sur trophévélo.org, c'est 10 €. Et puis vous vous présentez le jeudi matin, 14 mai, c'est le jeudi de l'Ascension, à Sotteville-lès-Rouen, et vous allez jouer avec nous à Dieppe jusqu'au soir. Et en 2027, là, il y aura la grande édition, l'édition du Millennium, où on vise 50 équipages de vélos et 500 personnes dans le convoi. Ça, c'est pour 2027. Donc, vous pourrez vous inscrire. On ouvrira les inscriptions probablement dans l'été. Mais suivez ça de près si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Ok, excellent. Eh ben, merci pour cet appel, Loïc. J'ai encore 2 petites questions pour conclure cet entretien. La première, c'est si tu devais rencontrer Loïc à la sortie de son école d'ingénieur il y a une bonne quinzaine d'années, si je me souviens bien, quel conseil tu lui donnerais ?
Alors j'ai déjà eu cette question-là parce que en fait, je rencontre plein d'étudiants d'école d'ingénieur puisque c'est à peu près un tiers de mon activité d'intervenir Oui. dans le supérieur. Euh, il y a plusieurs conseils. C'est déjà d'être très curieux et d'essayer de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça, Mhm. c'est vraiment important. Ramener du sens, quoi. Et surtout, derrière ça, de s'autoriser à être créatif. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit c'est pas comme ça qu'on fait, moi, j'encourage vraiment les étudiants en règle générale à le traduire en c'est pas comme ça qu'on faisait. Ok, Mhm. c'est pas comme ça qu'on faisait dans un contexte donné. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut continuer de faire dans le contexte actuel? Donc voilà, faut se méfier de ceux qui ont les cheveux blancs et qui sont en costard pour ça. Parce que, en effet, cette phrase avait du sens. Le c'est pas comme ça qu'on fait, mais ça faisait du sens. Ça avait du sens dans un contexte donné, à un moment donné. Ouais, tout à fait. Et dernière question, là on va se placer plus dans le futur. On va imaginer que tu es en tête-à-tête avec tes petits-enfants potentiels. Et je ne sais pas d'ailleurs si tu as des enfants ou quoi, peu importe, mais on imagine vraiment que tu as des petits-enfants. Et il faudrait que tu leur racontes, donc mettons dans 30 ou 40 ans, euh, pourquoi finalement tu t'es engagé dans cette histoire de low-tech dans les années 2020. Qu'est-ce qui te semblait si essentiel? Alors, j'ai des enfants, donc j'ai deux filles de 3 et 6 ans, donc c'est un petit peu difficile de me projeter en tant que grand-parent. Et mes parents, là, ça va, j'y arrive bien, je suis bien dedans. J'imagine. Euh, En revanche, moi, quelque chose qui m'a toujours motivé, c'est un besoin de liberté et d'émancipation, et donc les luttes contre la concentration des pouvoirs en règle générale. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai envie de transmettre le plus, c'est de créer les conditions qui font qu'on peut être libre de penser et développer un libre arbitre qui nous permet de faire des choix et d'influencer des choix collectifs, mais de les influencer à une échelle influençable, c'est-à-dire à l'échelle d'une communauté, quoi. Et je pense que dans le monde qui est de plus en plus fluctuant dans lequel on vit, pour bien vivre l'époque qui s'ouvre, il va falloir être prêt à cheminer plus qu'être prêt à atteindre des objectifs. Donc moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, et je serai fier si j'y arrive, c'est que mes enfants soient capables de cheminer, quelles que soient les contraintes, mais trouvent toujours une manière de cheminer sans se retrouver dépendants de gens qui veulent centraliser les pouvoirs et voilà. C'est vraiment un appel à la liberté, je pense, mais surtout pas en mode survivaliste et identitaire. Oui, tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que ton témoignage du jour l'illustre déjà très très bien. Euh, Loïc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Euh, alors à moi personnellement, je pense qu'on peut me souhaiter d'arriver à diffuser et à m'entourer de relais qui vont savoir faire tout ce que je sais pas faire pour s'émanciper eux-mêmes et puis pour essayer de continuer à créer et à diffuser des modèles qui je pense, ont de l'avenir dans un monde incertain. Tout à fait. Je te confirme. En tout cas, un grand merci pour ton temps et pour tes éclairages. Bonne chance pour la suite en tout cas. Merci Brieux. Ciao, ciao. Hop, j'arrête.